Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons le premier paragraphe du chapitre sur les espaces vectoriels. Nous y donnons les premières définitions essentielles. Quand je fais le cours en direct, je commence par demander « D'après vous, c'est quoi un vecteur ?» Et à peu près à chaque fois on me répond « Un vecteur, c'est une flèche ». Et moi je rétorque « Pas de chance, un vecteur c'est tout sauf une flèche ». Par contre, une flèche est un moyen de visualiser un vecteur, et même de visualiser les relations entre les vecteurs. À titre de comparaison, quand on manipule des fonctions, une représentation graphique est un moyen de visualiser une fonction. Mais une représentation graphique en elle-même, ce n'est pas une fonction, ce n'est qu'un dessin. Bon, super, un vecteur c'est pas une flèche, mais c'est quoi alors? Et si nous devions définir la notion de citoyen? En fait, ce n'est pas possible de définir ce qu'est un citoyen sans tenir compte des règles qu'il doit respecter. Il faut d'abord savoir ce qu'est un État, qui est, pour simplifier, un ensemble de personnes soumises à respecter certaines lois, qu'elles s'imposent ou qu'on leur impose. Un citoyen est alors un individu appartenant à un État donné. Pour le vecteur, c'est pareil. On ne peut pas dire ce qu'est un vecteur pris isolément. Il faut d'abord définir ce qu'est un espace vectoriel, qui est un ensemble d'objets soumis à des règles bien précises que je vais bientôt vous énumérer. Maintenant, un vecteur, c'est facile. Un vecteur, c'est un élément d'un espace vectoriel. Pour définir un espace vectoriel, nous allons avoir besoin de la notion de loi de composition interne et de loi de composition externe. On commence par rappeler ce qu'est une loi de composition interne. Considérons E un ensemble non vide. Une loi de composition interne sur l'ensemble E est simplement une application définie du produit cartésien E croix E à valeur dans E. Lorsque l'on considère une loi de composition interne sur E et X et Y deux éléments de E, l'image du couple XY par l'application étoile se note d'habitude étoile de X et de Y. Mais lorsqu'on manipule l'application comme une loi de composition interne, on préfère noter ce même élément sous la forme X étoile Y. Nous allons voir quelques propriétés usuelles des lois de composition interne. Considérons E un ensemble non vide et notons étoile une loi de composition interne sur E. On dit que la loi étoile est commutative si pour tout X et Y des éléments de E, X étoile Y est égal à Y étoile X. On dit que étoile est associative si pour tout X, Y, Z des éléments de E, X étoile Y étoile Z est égal à X étoile Y étoile Z. Enfin, un élément petit e de l'ensemble grand E est appelé un élément neutre de la loi étoile, à condition que pour tout élément X de E, on ait les relations X étoile E égale à E étoile X égale à X. Ces propriétés n'ont rien à voir les unes avec les autres, et peuvent être ou non vérifiées pour une loi de composition interne de E donnée. On peut toujours imaginer d'autres propriétés, mais nous n'aurons besoin que de celle-là. Nous donnons maintenant la définition de la structure de groupe. On considère E un ensemble non vide et étoile une loi de composition interne sur E. L'ensemble E muni de cette loi étoile est un groupe lorsque toutes les propriétés suivantes sont satisfaites. Étoile est associative, étoile admet un élément neutre que l'on note habituellement petit e, et enfin, tout élément de E admet un symétrique pour la loi étoile, ce qui signifie que pour tout élément X de E, il existe un élément Y de E tel que X étoile Y soit égal à Y étoile X et soit égal à E. Si en plus de toutes ces propriétés la loi étoile est commutative, on dit que le groupe est abélien. Dans ce cas, c'est la propriété de commutativité que l'on démontre en premier, ce qui réduit un peu le travail pour montrer les autres propriétés. Comme annoncé plus haut, nous avons aussi besoin de la notion de loi de composition externe. On considère E et K deux ensembles non vides. Une loi de composition externe de E sur K est une application, très souvent notée par un simple point, définie du produit cartésien K croix E à valeur dans E. Et si point est une loi de composition externe de E sur K, et que lambda est un élément de K et U un élément de E, alors l'image du couple lambda U par la loi de composition externe est notée lambda.U. Nous pouvons maintenant définir la notion d'espace vectoriel. Dans la définition d'un espace vectoriel, K désigne un corps quelconque, mais nous limitons notre étude au cas où K est le corps R des nombres réels ou bien le corps C des nombres complexes. On considère E un ensemble non vide, plus une loi de composition interne dans E, et point une loi de composition externe de E sur K. L'ensemble E muni des lois plus et point, qu'il faut écrire dans cet ordre-là, est appelé un espace vectoriel lorsque les propriétés suivantes sont satisfaites. E muni de la seule loi plus est un groupe abélien, et dans ce cas, son élément neutre est souvent noté 0. Si lambda est un élément de K quelconque et X et Y deux éléments de E quelconques,
lambda.x plus y est égal à lambda.x plus lambda.y. Si lambda et mu sont des éléments de K quelconque et x un élément de E quelconque, lambda plus mu.x est égal à lambda.x plus mu.x. Si lambda et mu sont des éléments de K quelconque et x un élément de E quelconque, lambda.mu.x est égal à lambda fois mu.x. Dans le membre de droite, l'opération entre lambda et mu est la multiplication dans K. Et enfin, pour tout élément x de E, on a 1.x égale à x. Ayant donné la définition d'espace vectoriel, nous pouvons enfin définir ce qu'est un vecteur. Et nous en profitons pour définir ce qu'est un scalaire. E muni des lois plus ses points étant supposé être un espace vectoriel sur un corps K, les éléments de E sont appelés des vecteurs. Et pour bien distinguer les éléments de E et de ceux de K, les éléments de K sont appelés E des scalaires. Nous allons distinguer les espaces vectoriels réels des espaces vectoriels complexes. E muni des lois plus et points, désignant un espace vectoriel sur K, on dit que E est un espace vectoriel réel lorsque K est le corps des nombres réels, et on dit que E est un espace vectoriel complexe lorsque K est le corps des nombres complexes. Je viens en fait de faire un abus d'écriture qui ne vous aura pas échappé. Normalement, quand on parle d'un espace vectoriel, on doit fournir un ensemble E ainsi qu'une loi de composition interne, notée presque systématiquement plus, et une loi de composition externe notée presque exclusivement point, et préciser le corps utilisé. Cette notation étant un peu lourde, on pourra se contenter de dire soit E un K espace vectoriel et de laisser les lois plus et point sous-entendus. Il faudra faire attention que l'on peut définir avec un même ensemble plusieurs espaces vectoriels. On peut changer la loi de composition interne. Tant que tous les axiomes sont respectés par la nouvelle loi de composition interne et la loi de composition externe, on a encore un espace vectoriel, mais qui aura très certainement des propriétés différentes. On peut aussi changer la loi de composition externe, soit en ne changeant que son expression, soit en changeant carrément le corps de base, c'est-à-dire en prenant pour K l'ensemble R à la place des nombres complexes ou inversement. Si vous avez du mal à voir, dites-vous bien que c'est exactement la même chose avec un état constitué d'humains. Si vous soumettez les mêmes personnes à des lois différentes, ces personnes auront des comportements différents selon les lois qu'elles doivent respecter, et le fonctionnement de la société en sera modifié. Le cas le plus fréquent est celui où l'on part d'un espace vectoriel complexe, c'est-à-dire que la loi de composition externe est définie de C croix E à valeur dans E, et où on restreint cette loi de composition externe au départ à l'ensemble R croix E. Ainsi on définit une nouvelle loi de composition externe notée gros point, qui a la même expression que petit point, mais qui n'utilise que R au lieu de C tout entier. Les axiomes d'espace vectoriel étant vérifiés avec tous les nombres complexes, ils sont vérifiés automatiquement avec tous les nombres réels, ce qui fait que l'ensemble E muni de la même loi de composition interne plus et de la nouvelle loi de composition externe gros point a automatiquement une structure d'espace vectoriel réel. Il faudra faire attention que ces deux espaces vectoriels pourront conserver des propriétés communes, mais que d'autres propriétés pourront changer. Le problème est que bien souvent, la loi de composition externe est notée de la même façon, avec un petit point dans les deux cas, et il faut bien réfléchir au corps de base utilisé. Encore une fois, vous faites déjà des abus de ce type dans d'autres cas. Quand vous ajoutez des entiers x et y, vous écrivez x plus y, et quand vous considérez x et y non plus comme des entiers mais comme des réels, pour ajouter x et y, vous écrivez toujours x plus y avec le même signe plus. Il n'empêche que l'ensemble des entiers naturels et l'ensemble des réels ont des propriétés différentes. Voici enfin des exemples. Premier exemple, lorsque n désigne un entier naturel non nul, k puissance n a une structure de k espace vectoriel. Tiens, je n'ai pas précisé les lois, ce n'est pas bien. Mais ce sera une habitude à prendre. Lorsqu'on ne précise pas les lois, il s'agit des lois que l'on utilise naturellement avec les éléments de l'ensemble considéré. Pour fixer les idées, choisissons n égale 2 pour travailler avec des couples. Mais le principe serait le même avec n'importe quel entier n non nul. La loi de composition interne est notée plus, et est définie de k au carré croix k au carré à valeur dans k au carré. Il faut bien que l'on soit d'accord, des lois de composition interne sur k au carré, il y en a une infinité. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de prendre celle que l'on va définir de façon la plus naturelle possible. Pour cela, je considère deux couples quelconques de k au carré, xy et x'y'. Quel est le moyen le plus simple de définir la somme des couples xy et x'y'? Vous ne me contredirez pas si je vous dis que le choix le plus naturel, c'est de prendre le couple x plus x', y plus y'. Si l'on travaille dans k au carré en tant qu'espace vectoriel sans préciser la loi d'addition,
ce sera toujours celle-là qui sera utilisée. Si quelqu'un veut en utiliser une autre, il le peut, mais il doit la définir explicitement. Une dernière remarque sur la formule couple xy plus couple x'y' égale au couple x plus x', y plus y'. Il y a 3 signes plus. Le plus dans le membre de gauche agit sur 2 couples. Il s'agit de l'addition que l'on est en train de définir dans k au carré. Dans le membre de droite, il y a 2 signes plus. Un entre x et x', un autre entre y et y'. Dans les deux cas, ce plus agit sur 2 éléments de k, qui est soit R soit C. Cette addition est supposée connue, et c'est à partir d'elle que l'on définit la loi plus dans le membre de gauche. Maintenant, quelle est la loi de composition externe que l'on peut définir naturellement? Il s'agit de toute façon d'une application définie de k croix k au carré à valeur dans k au carré. Considérons un scalaire quelconque lambda et un couple quelconque xy de scalaires. On va définir lambda.xy comme étant le couple lambda fois x, lambda fois y. Les deux multiplications dans le membre de droite désignent la multiplication usuelle dans K. Pour terminer ce premier exemple, il ne faut pas oublier 2 choses. La première, K désigne soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Donc on peut lire l'exemple avec K égale à R, ce qui donne R puissance n à une structure d'espace vectoriel réel. On peut aussi lire l'exemple avec K égale C, ce qui donne C puissance n à une structure d'espace vectoriel complexe. Et la deuxième chose, c'est que tout C espace vectoriel a aussi automatiquement une structure de R espace vectoriel en restreignant la loi de composition externe. Et donc C puissance n a aussi une structure d'espace vectoriel réel. Ce que je viens de détailler en long, en large et en travers sur cet exemple peut se faire avec les exemples suivants, mais je ne le ferai pas dans cette vidéo. Comme deuxième exemple, on donne l'espace des polynômes à coefficient dans K, qui a une structure d'espace vectoriel sur K. Encore une fois, ne précisant pas les lois, on utilise les lois usuelles d'addition et de multiplication par un scalaire. Pour le troisième exemple, on se donne A un ensemble non vide quelconque, ainsi que E un espace vectoriel sur K. Alors l'ensemble des fonctions définies de A dans E, que l'on note indifféremment f de A et de E ou E puissance A, a une structure de K espace vectoriel. Les lois dans cet espace étant définies par l'addition usuelle entre fonctions et la multiplication usuelle entre un scalaire et une fonction. Comme cas particulier du précédent, on donne dans l'exemple 4 l'ensemble des suites à coefficient dans K, qui a lui aussi une structure de K espace vectoriel. Dans l'exemple 5, l'ensemble des matrices de type NP à coefficient dans K, avec N et P des entiers naturels non nuls, a lui aussi une structure d'espace vectoriel sur K pour les opérations usuelles sur les matrices. Dans le dernier exemple, on va en fait généraliser l'exemple 1 en donnant la définition de l'espace produit. Pour cela, on considère 2 espaces vectoriels E et F sur K. J'insiste sur le fait que le corps K doit être le même pour les 2 espaces vectoriels, tous les deux des espaces vectoriels sur C ou bien tous les deux des espaces vectoriels sur R. On définit alors sur le produit cartésien E croix F une loi d'addition en posant pour tout couple XY de E croix F et tout couple X'Y' de E croix F, le couple XY plus le couple X'Y' égale au couple X plus X', Y plus Y'. Le plus dans le membre de gauche est l'addition dans E croix F, le plus dans la première composante du membre de droite est l'addition dans E, et le plus dans la seconde composante du membre de droite est l'addition dans F. On définit également une loi de composition externe dans E croix F sur K en posant, pour tout lambda élément de K et tout couple XY de E croix F, lambda.xy égale au couple lambda.x, lambda.y. Si l'on doit prendre pour E et F le même corps K, c'est pour savoir dans quel ensemble on va choisir lambda quand on veut manipuler des vecteurs de E croix F. Le point dans le membre de gauche est la multiplication par les scalaires dans E croix F. Le point dans la première composante du membre de droite est la multiplication par les scalaires dans E, et le point dans la seconde composante du membre de droite est la multiplication par les scalaires dans F. Pour finir, on va donner un contre-exemple tout bête. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez sur l'ensemble vide, ce ne sera jamais un espace vectoriel, car l'une des conditions est que dans un espace vectoriel, il doit y avoir un élément neutre pour l'addition, ce qui n'est pas possible avec le vide. Je vous invite à continuer votre étude des espaces vectoriels en suivant le paragraphe 2 consacré à la notion de sous-espace vectoriel. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.